Donc bonjour à tous, William Aflanguet, expert immobilier environnement sur Akea Silva, expertise immobilière. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Cette présente vidéo a pour objet de faire un débriefing global d'une épreuve que j'avais soumise à mes BTS profession immobilière première année de Savigny-sur-Orge et que je vais retrouver pour certains à la rentrée. En deuxième année, dans des dispositions un petit peu différentes, au vu un petit peu des chamboulements économiques, structurels, dans le cadre de cette crise qui malheureusement a impacté certains, mais qui permet aussi de rebondir vers de nouveaux horizons. Donc aujourd'hui, une vidéo que je veux synthétique, pas trop longue, puisque vous le savez, je fais des développements à la demande et vous aurez plus d'informations sur mon site akeasilva.com et notamment sur l'onglet formation, puisque j'interviens dans un large spectre de formation, soit sur Skype, soit à distance, soit sur site, sur le terrain ou en école bien sûr, donc dans des domaines qui, comme vous le savez, couvrent à la fois les aspects de l'immobilier, donc l'immobilier bâti et non bâti, et les aspects environnementaux. Donc aujourd'hui, comme je le dis, un débriefing global sur l'épreuve donc du BTS, épreuve numéro 3 qu'on avait réalisée à la date de la fin décembre 2019, donc effectivement il y a quelques mois maintenant. Donc vous aviez, très chers collègues étudiants, vous aviez une série de 5 grandes questions que je vais corriger de manière globale parce que le contenu est assez conséquent. Alors je vous ai transmis par Skype le corrigé, donc on a à peu près une quinzaine de pages. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible, mais toujours le plus pragmatique possible, d'accord? Donc, ici, vous aviez une première série de questions relatives aux baux locatifs et aux charges locatives, hein, sur 4 points. Donc, dans une première question, je vous donnais le décret de 87. Alors, je passe les détails réglementaires. Vous avez la capacité d'aller vérifier, notamment sur le site legifrance.gouv.fr et dans les différentes documentations légales, bien sûr. Donc ici, il était question de faire une sorte de sélection entre les charges qui étaient récupérables de celles qui n'étaient pas récupérables au sens du décret de 87. D'accord? Donc ici, j'insiste bien, c'est-à-dire que la base de lecture et d'apprentissage du décret de 87, c'est un décret de 87 qui est clair et clairement présenté. Il est, à mon sens, présenté d'une manière un petit peu brouillon sur le site legifrance.gouv.fr. J'ai à ma disposition une architecture du décret de 87 qui est beaucoup plus claire. D'ailleurs, j'avais soumis à certains de mes étudiants en classe cette première analyse du décret de 87. Donc ici, sans rentrer dans l'hyper détail, je vais vous donner un tableau avec les natures de charges. Et il fallait bien évidemment cocher la récupérabilité de ces charges ou la non-récupérabilité de ces charges. Alors de manière générale, pour comprendre le raisonnement qui sous-tend l'analyse des charges récupérables ou non, il faut comprendre que ce qui est récupérable, c'est ce qui est effectivement consommé par la personne qui est dans le local et qui occupe le local avec un bail régulier. Alors quand je dis ce qui est consommé, eh bien en général, on aura ici plutôt tendance à utiliser et à rétribuer en récupérabilité les énergies qui sont nécessaires à la jouissance du local. D'accord? Donc par exemple, l'eau potable, l'assainissement, des charges relatives à l'électricité, des charges relatives de manière générale aux fluides, entre autres, nécessaires à la jouissance du local. Et on va bien évidemment au-delà de cela, puisque les charges récupérables peuvent concerner les menues réparations et le petit entretien. D'accord? Changer une partie d'une chasse d'eau, un joint de tuyauterie, etc., un flexible de douche, etc., peut rentrer bien évidemment dans la récupérabilité de ces charges. Alors effectivement, la liste peut être longue et le propriétaire ou le copropriétaire aura à cœur de ne pas trop charger bien évidemment l'occupant des lieux, mais il faut comprendre que ce raisonnement est le suivant. Il faut prendre en compte avant tout les éléments de gestion, d'entretien courant pour la récupérabilité de ces charges et non des activités ou des prestations qui impacteraient directement notamment le gros œuvre. D'accord? Et je citais notamment cet exemple de travaux qui pouvaient être potentiellement réalisés sur les porte-palières d'ascenseur. On est ici dans des travaux d'une nature assez lourde et que le locataire dont le locataire n'aura pas la charge, à défaut ou à concurrence de démontrer que le locataire utilise
ces équipements, ces ascenseurs, ces portes-palières, et effectivement, on peut aller très loin dans le raisonnement. Mais la philosophie de base, elle est bien évidemment axée sur la récupérabilité immédiate des fluides, des énergies qui sont nécessaires à l'utilisation du local. Donc on est plutôt dans une philosophie de légèreté. On n'orientera pas les charges récupérables sur des prestations ou des travaux lourds, bien sûr. Donc ça, c'était la première question, la question A. Je passe à la suivante. Donc vous aviez ensuite la question B, petit b, en tant que mandataire en gestion locative, vous devez rédiger un contrat de type bail locatif en nu. D'accord? Donc il s'agissait d'un bail locatif en nu. Nous n'étions pas en meublé. Quels sont les éléments remarquables à faire figurer dans le bail? Listez ces éléments et présentez-les de manière professionnelle. Eh bien, ici, il fallait s'appuyer sur la réglementation active, notamment les textes de 86. La loi tendant à améliorer les rapports locatifs de 1989, d'accord. Et puis, il y avait également à citer le décret de 2016, d'accord. Donc, je reviendrai en détail sur la consistance de ces textes-là. Ici, en nu, ce qu'il est important de retenir en termes de philosophie, j'insiste bien sur la philosophie parce que c'est quelque part les moyens mémotechniques qui vont vous permettre de retenir l'essentiel, hein, puisqu'ici, on ne fonctionne pas nécessairement par cœur, mais on fonctionne sur des notions qui doivent être facilement retenues par votre cerveau. Ça, c'est important. Hein, il y a des quantités de textes astronomiques, donc il faut retenir l'essentiel. Ici, en termes de raisonnement, en termes de philosophie de raisonnement, pour ces baux locatifs en nu, il faut retenir que dans un premier temps, on va bien évidemment désigner les parties prenantes. Désigner les parties prenantes, c'est la question, la fameuse question qui fait quoi. D'accord? Donc toujours désigner les parties prenantes. Et puis dans un deuxième élément qui me paraît très important, c'est l'objet du contrat, la consistance du local, le type de local, le régime juridique, etc. Et de manière générale, toutes les caractéristiques techniques qui vont permettre une jouissance normale, dans le cadre de la décence, bien sûr, on y reviendra, du dit locataire. Une fois que vous aviez cité cette désignation des parties, l'objet du contrat, la consistance du local, etc., il était bien évidemment important de rappeler d'autres éléments tels que la date de prise d'effet du contrat. Et au-delà de cela, même si je répète, ce correctif n'est pas exhaustif, car je n'aurai pas le temps de faire un correctif exhaustif aujourd'hui, je le ferai en salle, eh bien, des annexes au contrat, et notamment le fameux dossier de diagnostic technique qui est très important de notifier pour des raisons bien évidemment liées à la décence, pour des raisons de sécurité des personnes et des biens. Hein, je place la sécurité des personnes en premier lieu, la sécurité des biens étant secondaire, mais les deux vont de pair. Donc voilà un petit peu la philosophie qu'il fallait avoir sur la réponse à cette deuxième question. Dans la deuxième partie de cette évaluation de type BTS blanc, vous aviez une thématique liée à la gestion de la copropriété. Donc en question C, vous aviez à rappeler les éléments essentiels de l'article 5 de la loi de 1965. Donc vous le savez, la loi qui est relative au statut des immeubles qui sont sous le régime de la copropriété. Bien évidemment, dans cette démarche-là, il y avait un certain nombre d'éléments également qui relèvent de l'aspect mémotechnique qu'il fallait citer sur l'article 5. C'est un article qui s'apprend quasiment par cœur, et notamment le silence des titres et la contradiction des titres. C'est-à-dire qu'ici, même si nous ne sommes pas en présence de documents techniques élaborés et rédigés noir sur blanc, eh bien, le silence et la contradiction des titres, donc même si ces titres se contredisent entre eux, ne doivent pas vous empêcher d'aller vers l'évaluation de la valeur du local, c'est-à-dire de la fameuse formule que je vous ai donnée en moyen mémotechnique, CSS, c'est-à-dire la consistance multipliée par la surface multipliée par la situation. Donc ça, c'est un moyen mémotechnique, hein, le CSS, consistance, superficie, surface, situation du lot. D'accord? Donc là, ce sont vraiment les éléments essentiels à retenir de l'article 5 de la loi de 65. Vous savez qu'en cours, je fais bien évidemment des approfondissements beaucoup plus pointus sur ces questions-là. Ensuite, je vais passer un petit peu en question D, les fameux votes de l'Assemblée générale des copropriétaires. Je fais juste un point rapide sur la première sous-question qui dépendait de l'article 24 de la loi du 10 juillet 65, qui nous indique que les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Donc je répète, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Donc
dans les réponses à apporter par rapport au tableau des tantièmes, vous avez déjà des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'ici, les copropriétaires absents et ou abstentionnistes ne seront pas pris en compte. Donc quand vous avez une lecture attentive des textes, vous avez bien souvent des éléments de réponse. Okay. Je passe les calculs, nous reverrons ça dans d'autres vidéos et de manière plus approfondie sur place. J'avais également deux autres questions en rapport avec l'article 25 et l'article 26 de cette même loi qui sont vraiment des articles essentiels pour le gestionnaire de copropriété. Encore faut-il avoir participé à des assemblées pour savoir vraiment comment ça se passe. Donc s'impliquer concrètement sur le terrain. Troisième partie, vous aviez des éléments relatifs à un état descriptif de division et l'expertise liée à l'état descriptif de division. Donc ici, je vais passer un petit peu sous silence, j'y reviendrai. Vous aviez des questions sur les échelles, comment caractériser les échelles du point de vue du géomètre expert, puisque le géomètre expert est vraiment le spécialiste de la réalisation de plans dans le domaine du génie civil, dans le domaine de la géométrie, de la voirie, de la copropriété, etc. C'est un petit peu le pape de l'étude en volume, en distance, en surface des lots. Et ici, il y avait un petit raisonnement à adopter, à expliquer sur des plans de copropriété, indiquer également les parties communes des parties privatives, faire la distinction entre les deux, et un calcul de surface, de superficie d'un lot, en sachant que nous n'avions pas encore vu le dispositif Carrez. Donc là, ici, je vous demandais globalement une mesure d'ensemble simplifiée en prenant de distance l'équivalent de la largeur et de la longueur d'un rectangle, voilà, en se conformant au plan que vous aviez sous les yeux. Okay. Je passe sous silence l'article R111-22 du Code de la construction, du Code de l'urbanisme, qui nous indique les surfaces à prendre en compte, les volumes à prendre en compte ou non dans le cadre d'une mesure de surface de plancher. Donc là, ça prendrait beaucoup plus de temps et j'y reviendrai ultérieurement. Vous aviez également, à la suite de cela, des coefficients de pondération à me calculer, donc toujours dans cette logique de comprendre le raisonnement. La pondération pour l'évaluation de la valeur d'un lot nous permet de confronter le lot à ses caractéristiques physiques. Est-ce que ce lot est bien situé? Est-ce qu'il va utiliser des charges d'ascenseur s'il est au rez-de-chaussée? A priori non. S'il est au 20e étage, a priori oui. Est-ce qu'il va également subir, dans le cadre de l'état descriptif de division et dans le cadre du règlement de copropriété, des charges relatives à l'entretien des escaliers, des charges globalement dites spéciales, et quelle sera la ventilation entre charges spéciales et charges communes générales. Donc là, nous y reviendrons. Donc ici, il fallait, à partir du tableau, faire des choix sur les coefficients de pondération en fonction de la hauteur sous plafond, en fonction de la position du lot vis-à-vis des étages, et assurer un calcul des tantièmes globaux. Donc ce n'est pas compliqué, mais ça nécessite une vidéo complémentaire ou un podcast complémentaire. Donc je vous ai mis effectivement le plan qui va avec, donc de notification, de caractérisation des surfaces privatives par rapport aux surfaces communes, partie privative. Et donc effectivement, c'est comme on dit, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus vous confronterez à cette étude sur les lieux mêmes d'une copropriété, et plus vous aurez l'habitude de jongler avec ces notions-là. Et puis dans la partie 4 et partie 5, et là je m'arrêterai ici, vous aviez un budget prévisionnel, une comptabilité de copropriété à calculer pour l'année 2020 en comparant les budgets 2018 au budget 2019. C'est une première chose. Donc là, c'est un point sur lequel je suis assez spécialisé, donc je reviendrai notamment sur le calcul des taxes foncières, redevances assainissement, les dépenses liées à l'incendie, etc. Donc les calculs globaux étant simples, pour l'instant, je n'irai pas plus loin. Et puis les questions diverses en 5, questions d'ordre général. Vous demandez quel était finalement l'article de base, un des articles essentiels de la loi du 10 juillet 65 qui permettent au syndic de copropriété d'assurer la gestion des immeubles bâtis qui dépendent de ce régime-là. Il fallait me citer l'article 18 et me citer les points essentiels de cet article 18. Donc la gestion, l'administration, le carnet d'entretien et puis la communication copropriétaire d'informations via notamment la fiche
donc une fiche synthétique qui permet aux copropriétaires d'avoir une synthèse des éléments qui sont soumis à leur gestion. Et une dernière question qui était relative, une des deux dernières questions, je vais faire l'impasse sur la toute dernière, qui était relative à la notification de la convocation aux copropriétaires et les délais légaux. L'avant-dernière question était relative aux deux moyens de se procurer des informations à la fois globales et précises sur une ou plusieurs copropriétés. Donc là, ce sont des tâches qu'on est, en tant qu'expert immobilier, agent immobilier, amené à réaliser très souvent. Eh bien, ce sont des tâches qui permettent de récupérer de l'information sur une copropriété. Je voulais que vous me citiez dans un premier temps, et là vous pouviez amener les réponses différemment, mais le cœur du sujet est le même. Dans un premier temps, il y a un site internet qui est très intéressant qui s'appelle registre.copropriété.gouv.fr qui vous permet de géolocaliser les copropriétés qui, vous le savez, ont l'obligation de s'immatriculer donc dans ce fameux registre. J'y reviendrai en détail. Et puis, quand vous voulez bien évidemment aller plus loin, vous avez la possibilité de récupérer auprès des services de publicité foncière, les règlements de copropriété moyennant finance, avec bien évidemment le fonctionnement de la copropriété en interne et bien souvent l'état descriptif de division qui sera annexé ou inclus dans le texte du règlement de copropriété. Voilà, donc j'ai essayé d'être succinct, synthétique, vous donner quelques clés, déjà 16 minutes de vidéo, j'essaye de ne pas avoir un volume trop important, mais c'est vrai que sur cette épreuve-là, et le fait de préparer les BTS profession immobilière au succès, ça demande du temps et de la précision. Plus d'informations donc à la fois sur cette chaîne et sur mon site akeasilva.com, onglet formation, où je vais rajouter d'autres éléments. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour une consultation d'1 heure ou plus et des expertises en lien avec l'immobilier et l'environnement. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À bientôt.